Mais on verra qu'il y a des problèmes à acheter pas cher dans des petites villes. Ah, ok, intéressant. Petit spoiler, ça commence par 1 et ça finit par payer. Et donc j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a permis de déclencher le chômage. Bah, du coup, je me suis dit, je vais vivre sur mon épargne. Tout l'argent que je gagne avec YouTube, mes activités, etc., je vais le réinvestir. Mais parce que j'ai énormément investi, notamment beaucoup en bourse via cette société, aussi en private equity. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, invité exceptionnel puisqu'un youtubeur est sur mon plateau pour me révéler combien il gagne. C'est parti. Du coup, on regarde le patrimoine, pas mal d'IMO, 700 000 euros d'IMO, 238 000 euros d'actions, c'est beau. Un peu de start-up, un peu de cash et d'autres choses. Donc, tu nous dis un appartement à LMNP, 2 immeubles de rapport. Ça veut dire quoi, immeuble de rapport? C'est un terme qui revient un peu souvent, c'est un peu un terme très impressionnant, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, au final, c'est pas comme une cité HLM, on va se retrouver avec 50 lots. En fait, c'est juste un petit immeuble où vous allez avoir peut-être un lot. En fait, ça démarre à partir de 2 lots surtout. Donc c'est on dirait un bien entier. Donc moi par exemple, j'ai un premier qui a 4 lots, simplement 4 appartements d'à peu près 30-40 mètres carrés. Un deuxième que j'ai qui a 5 appartements, un local commercial que j'ai acheté avec un ami. Et donc c'est simplement ce qu'on appelle un immeuble de rapport, c'est que comme on a un petit immeuble, on est on va dire monopropriétaire, donc soit tout seul, soit avec un associé via une SCI, on appelle ça un immeuble de rapport. Mais on s'imagine un immeuble On s'imagine entier. tout de suite un immeuble à Paris pour 100 millions d'euros, mais t'avais acheté un immeuble, on va le voir après, mais c'était vraiment pas très cher, non? Ouais, mais on verra qu'il y a des problèmes à acheter pas cher dans des petites villes. Ah, ok, intéressant. Petit spoiler, ça commence par 1 et ça finit par impayé. Ok, on va voir ça. Propriétaire de ma résidence principale à Bordeaux, tu vis à Bordeaux. Ton score final est excellent, 94 sur 100. Franchement, t'es pas loin de la perfection. Patrimoine net, forcément, quasiment tout l'immobilier est à crédit. T'as fait un petit peu d'apport, du coup, ou c'est les remboursements de crédit là qui te permettent d'avoir un petit. Ouais, il y a eu pas mal d'apports. Et en fait, quand tu regardes, il y a beaucoup aussi de frais au tout début, au lancement des projets. Donc en fait, l'immobilier, comme moi j'en ai fait beaucoup, j'ai accéléré, on va dire, les 2-3 dernières années. Au final, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, en tout cas, de voir le patrimoine net en immobilier dans mon patrimoine net, parce que justement il y a tous ces frais là, les frais d'agence, les frais de notaire qui sont jamais inclus dedans. Et moi dans mon Finari, la valorisation de mon immobilier, je le mets toujours au prix d'achat. C'est comme si je démarrais 3 mètres avant la ligne de départ. Ouais, tu prends un petit coup. Ce qu'on dit souvent, c'est que il faut payer les frais de notaire, c'est perdu. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Ou ton profil, tu es entrepreneur, célibataire, cœur à prendre du coup, sans enfant, 26 ans, entrepreneur avec plusieurs activités. Du coup, tu as une chaîne YouTube, on va vous mettre le lien dans la description, et tu as créé aussi un logiciel Flash Fiscal qui permet d'automatiser la déclaration de revenus boursiers. C'est ça. Donc c'est vraiment spécifique aux revenus boursiers, les plus-values, les dividendes, les intérêts, essentiellement les courtiers étrangers comme par exemple Interactive Broker, Trade Republic, De Giro, etc. voilà. Et donc tous ces courtiers-là n'ont pas l'obligation de fournir un imprimé fiscal unique. Et donc nous, on aide les clients qui investissent via ces courtiers étrangers parce qu'on va payer beaucoup moins de frais de commission de tout type sur ces plateformes-là. Mais le problème, c'est que du coup, on doit faire sa déclaration de revenus, remplir le fameux formulaire 3916, 2042, 2047, parce que c'est etc. considéré comme un compte à l'étranger, évidemment. Exactement. Ça fait un peu peur. Donc toi, tu simplifies ça et on vous remettra aussi le lien dans la description. C'est assez cool que tu aies lancé ce business. Courtier en assurance, du coup, qu'est-ce que tu vends et sous quelle forme? En fait, sur YouTube, j'aimais bien donner des conseils sur un petit peu ce que je faisais et surtout donner un retour d'expérience sur mon parcours dans l'entrepreneuriat et la finance. Mais moi, mon credo pour l'instant, c'est pas donner du conseil financier. Je voulais simplement donner mon retour d'expérience et je suis plutôt adepte de vendre des produits concrets. Donc moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup parlé de Finari parce que j'aimais bien le produit. Donc moi, j'aime bien me baser sur un produit, le recommander, en parler à quelqu'un. Et je trouve avec le courtage en assurance, c'est qu'en fait, le produit, c'est l'assurance. Donc en fait, ce qui est factuel, c'est le contrat, il y a des conditions, il y a des garanties, etc. Donc c'est plus facile à vendre. Et donc je me suis dit, pour avoir un peu plus de crédibilité et aussi par curiosité intellectuelle, j'avais envie de faire une activité réglementée et donc je me suis dit pourquoi pas le courtage en assurance. Et donc là je me suis spécialisé dans l'assurance emprunteur parce que c'est facile à vendre entre guillemets, parce que c'est très simple. Quand on fait un crédit immobilier auprès de la banque, vous avez une banque qui va vous fournir un contrat d'assurance emprunteur qu'on appelle groupe, ce qui fait que vous allez payer des cotisations qui vont être en général assez chères. C'est là où ils margent. Exactement. C'est un des produits sur lesquels ils vont marger. Et on peut passer donc en délégation d'assurance, c'est-à-dire trouver un assureur externe pour remplacer son assurance emprunteur. Alors il faut que ce soit au moins une garantie équivalente, mais l'avantage de ça, c'est que des fois vous allez passer de peut-être 20 000 euros d'assurance emprunteur à peut-être 10 000 euros d'assurance emprunteur. Donc vous avez des grosses économies à faire et c'est facile à faire. Et en plus, la banque ne peut pas vous refuser un changement s'il y a garantie équivalente. Donc pour moi, c'était assez facile à vendre. J'avoue que je le fais plutôt pour les amis, les copains, etc. J'en parle un petit peu sur YouTube, mais finalement pas tant que ça parce que c'est quand même un métier qui est chronophage et moi j'ai pas d'équipe. Donc vous allez voir toutes les activités dont je vous parle, donc à la fois YouTube, Flash Fiscal, courtage en assurance, etc. Même mon immobilier, c'est moi qui gère de A à Z. Donc ça fait beaucoup d'administratif. Je peux vous dire que là, je dois arriver à peut-être 4-5
5 structures. Donc les déclarations de CFE, les dépôts de comptes, etc., le juridique, etc., je connais bien. Et ça fait une petite charge mentale, quoi. Surtout en France, et puis ça ne s'améliore pas. Tu as de l'immobilier, LMNP, tu en parlais, ça te rapporte 300 € net par mois, c'est-à-dire que ça, c'est une fois que tu as remboursé tes crédits, les différentes charges. Exactement. Alors pour celui-ci en particulier, c'était mon premier bien que j'ai acheté. Non, ça c'est un appartement. Ouais. Exactement. Le tout premier bien que j'ai acheté, ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'immobilier, lui me rapporte 450 € brut, charges comprises. Et comme j'ai pas fait de crédit, justement, parce que moment-là j'étais en alternance et je me suis dit, je vais pas faire de crédit pour justement bonifier, on va dire, mon scoring bancaire. En gros, c'est quand vous allez emprunter de l'argent auprès de la banque, ce qui fait que la banque va vous prêter de l'argent, c'est si vous avez un taux d'endettement qui va être inférieur. Alors on parle souvent des 35% de taux d'endettement. On peut passer au-dessus avec la dérogation du directeur de banque, etc. Bon, on peut. Il y a des moyens. Si vous êtes entrepreneur, pareil, vous pouvez jouer aussi avec votre chiffre d'affaires, etc. On verra notamment plus tard, je pense dans mon profil, des petits hacks qui peuvent être intéressants, donc pour pouvoir emprunter potentiellement pour votre résidence principale ou autre. Et donc moi, je me suis dit, ce que je voulais faire tout de suite, c'est que j'avais un peu d'argent. L'appartement, il coûte pas cher, il a coûté 35 000 €. Donc je me suis dit, je vais plutôt utiliser mon épargne. Effectivement, ça m'a coûté de l'argent à court terme, mais au moins, ça m'a permis de me dire, tiens, tout de suite, je me suis créé un revenu, 300 € net dans la poche. Et du coup, la banque, elle voit 300 € de plus comme un revenu, et donc il m'a augmenté mon taux d'endettement. Donc je me suis dit que ça allait être plus simple pour pouvoir enchaîner les projets. Donc j'ai envie de dire, faire un achat cash ou pas, mettre de l'apport ou pas, ça dépend surtout si on souhaite continuer dans ces projets, en fait. Pas mal ce petit hack. Tu peux me rappeler où est-ce qu'il est situé cet appartement? Celui-là, il est à Châtellerault, pas loin de Poitiers. Ouais. Poitiers. Ensuite, tu as la société Finance en clair. J'ai mis de l'argent de côté pendant que j'étais en micro-entreprise. Lorsque je suis passé en société, j'ai vécu sur mon épargne et j'ai réinvesti la totalité de mon CA, chiffre d'affaires, d'activité. Et du coup, là, tu nous mets carrément tout le détail. Axel est vraiment très transparent. Elle fait quoi cette société? Cette société, c'est vraiment l'ensemble de mes activités, YouTube, partenariat, affiliation. Donc toute ma partie présence en ligne, c'est cette activité-là. Et donc cette société qui aujourd'hui était une SASU, en fait, j'ai fait 3 ans d'alternance, puis 1 an en CDI. Enfin, j'ai pu, du coup, avec l'argent que j'ai gagné, acheter ce premier appartement. Quand j'ai eu mon CDI, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, qu'on verra plus tard. Après. Et donc, j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a permis de déclencher le chômage. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai lancé ma SASU. Et donc, ça m'a permis, en fait, comme j'avais un peu de chômage et de l'épargne en perso, vu que j'étais en micro-entreprise au moment où j'étais salarié, du coup, je me suis dit, je vais vivre sur mon épargne. Tout l'argent que je gagne avec YouTube, mes activités, etc., je vais le réinvestir. Parce que pour moi, je voulais vraiment augmenter un maximum mon patrimoine. Et c'est pour ça que voilà, j'ai le petit score des 94%, donc je suis assez fier. Mais parce que j'ai énormément investi, notamment beaucoup en bourse via cette société, aussi en private equity. Et on va le voir aussi que j'ai fait donc à travers cette entreprise. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes investissements en perso, j'ai investi en société. Et ce sera ma petite question après à la fin de la vidéo pour toi que je te poserai. Et donc du coup, voilà, ce qu'on peut voir, c'est mon bilan. Pour vous expliquer, 31 décembre, l'année N-1, on peut voir donc mon chiffre d'affaires hors taxe qui était de 138 000. Donc j'ai gagné plus de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. On peut voir aussi que mon résultat net, donc ça c'est vraiment ce qui reste net in the pocket après avoir payé les charges, les impôts, enfin l'impôt sur les sociétés, donc qui est passé de 81 000 € à 115 000, très chouette aussi. Et surtout ce qui est pour moi l'un des plus importants, alors je sais pas si on va le voir ici, mais c'est dans la partie situation nette, voilà, 82 000 à 198 000 €. Là, ce qui se passe, c'est que dans la situation nette, finalement, c'est la valeur de l'entreprise, finalement, valeur vénale d'une certaine manière. Et donc, ça fait que ma société, moi, je la vois vraiment comme un peu mon fer de lance qui va grossir un peu comme ma boule de neige. Et je veux vivre sur ma société, c'est un peu un de mes objectifs, justement. T'es très bien parti. Tu nous diras après, quand même, tous les petits sacrifices que tu as fait, parce que ça fait un moment que je te suis. C'est vrai que tu as pris quand même pas mal de risques à pas mal d'endroits, mais ça paye. Je ne tire pas de revenus sur le reste. 3 SCI qui sont quasiment à l'équilibre. Bourse, CTO et PEA, crypto se valorisent avec le temps, mais ne génèrent pas de réels revenus. Les dividendes, c'est-à-dire que tu les réinvestis dans les différentes enveloppes. Société de courtage, revenus dérisoires, tu nous as dit, ça c'est plutôt sur le côté. Et flash fiscal, ça c'est tout nouveau, mais peut-être que ça va devenir un géant de la fiscalité. Du coup, ça c'est ton écosystème. Qu'est-ce que c'est que ce schéma? Alors je me suis dit que je vais faire un truc avec des petites couleurs, des petits trucs simples pour expliquer. Donc comment ça a fonctionné? L'idéal serait de vous montrer un peu l'évolution, mais c'est vrai que c'est un peu technique à expliquer. Moi au tout début, j'étais tout seul en micro-entreprise. Donc il n'y avait que le petit bonhomme Axel au centre. Ensuite, j'ai acheté mon premier appartement à Châtellerault. Celui qu'on a vu ici. Exactement. Tout à l'heure. En 2022 à 35 000 €. Donc là, celui-là, je l'ai acheté cash sans crédit. Ensuite, j'étais donc à ce moment-là, fin d'alternance, début revenu salarié. J'ai créé ma première SCI avec ma maman. Donc on peut voir ici que moi je détiens 99% de la SCI. Paris Highway. Exactement, parce que là, du coup, j'ai fait un crédit et je voulais exploiter du coup ces 4 appartements en nu. Donc pour moi, le plus intéressant, c'était de le passer en SCI. Et donc du coup, j'ai créé cette fameuse SCI. J'ai acheté l'appartement à 180 000 € à l'époque. Aujourd'hui, je pense que la valeur est toujours de 180 000 €, mais j'ai payé beaucoup de frais en plus. Donc il y a eu des frais de rénovation, il y a les frais d'agence, les frais liés à une infiltration de toiture. Et ensuite, j'ai acheté un immeuble à Levroux en 2023. Donc c'est là où j'ai pu, on va dire, un peu accélérer dans l'immobilier. Là, j'étais à ce moment-là en CDI. Donc c'est comme ça que j'ai pu emprunter pour les fameux 180 000. Et j'étais un peu tout seul sur le projet parce que moi, du coup, j'étais représenté 99% de la SCI et ma mère que seulement 1%. C'est quoi l'intérêt d'avoir ta maman dans l'opération? L'intérêt, c'était simplement de créer la structure SCI. Et comme moi, j'avais pas encore mes sociétés actuelles, les sociétés auraient pu, elles, personnes morales, prendre une part de la SCI. Mais là, à cette époque-là, j'avais pas encore créé la structure. Donc je l'ai fait avec elle. Donc c'est un peu entre guillemets un prête-nom. Et donc j'ai acheté cet immeuble
là de 4 appartements que je loue en nu. Et pour moi, je trouve que fiscalement, c'était plus intéressant de le louer en nu vu qu'il allait avoir autour de 15-20 000 euros de revenus sur l'année. Enfin, j'ai senti que c'était plus intéressant en SCI à l'IS. Donc, je me suis dit, je vais partir sur une SCI. Donc, pour ça, je vais demander à ma mère de le faire. Faudrait que je fasse les calculs pour voir si ça aurait été mieux en LMNP. Mais voilà. Donc, j'ai testé ça. Et ensuite, j'ai commencé à accélérer où là, avec un ami, on a créé une SCI qui s'appelle SCI Neutron. On a investi dans un immeuble à La Couronne, pas loin de chez moi, à 270 000 euros. Donc là, c'est un plus gros projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était tous les deux à 50% parce qu'on avait besoin tous les deux de nos revenus mutuels. Et lui travaille en Suisse, donc forcément, ça faisait un gros revenu qui l'a aidé. Donc là, il y a 5 appartements, un local commercial qui était déjà quasiment tout loué. Donc nous, on est tombé sur un immeuble donc à une renta nette de 6% à peu près. Donc pour un truc clé en main, que tout nu. Il y a un local commercial pareil qui était déjà loué et donc il y a un bail qui court donc sur les 4-5 prochaines années. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et l'avantage du local commercial, c'est qu'on peut demander au locataire du local de payer une partie de la taxe foncière et lui paye 50% de la taxe foncière, alors que en termes de loyer en surface, il est beaucoup moins que ça. Et enfin, juste après ça, moi j'ai créé ma société, donc Finance en Clair, c'est les petits schémas en orange qu'on peut retrouver au-dessus. Cette société-là a donné naissance à une première SASU Assurance en Clair, l'activité de courtage, des revenus dérisoires, donc au final elle est presque flat avec les coûts de frais, de structure, etc. Donc ça va augmenter avec le temps parce que c'est un peu ça l'activité de courtage en assurance. Et l'assurance, c'est que c'est des petits gains, mais c'est des petits gains qui cumulent, qui montent avec le temps. Et ensuite, si je continue dans la partie timing, j'ai acheté mon appartement et alors là j'ai fait ce qu'on appelle la doublette. Alors la doublette, c'est quoi? C'est quand t'as deux dossiers en parallèle dans deux banques. Exactement. Alors c'est pas ce que je recommanderais à faire parce que c'est quand même assez stressant et il faut avoir du cash ni plus ni moins parce que faut pas oublier que l'ARP, moi je lui mets de l'apport, quasiment 15 000, et là dans ce projet-là je vais mettre pareil quasiment 15 ou 20 000. Concrètement, tu as dit à une banque voilà ma capacité d'emprunt, et en fait tu as dit à une autre banque voilà ma capacité d'emprunt, et tu leur as évidemment pas dit que tu étais en train de faire les deux projets en parallèle. Exactement, parce qu'en fait la banque elle vous dit est-ce que vous avez d'autres crédits ailleurs? Moi techniquement j'ai pas encore de crédit. Pas encore. J'ai un compromis de signer. Tu joues sur le... Je joue un peu sur les mots. Donc après voilà, faut être aussi à l'aise avec ça. Moi j'avais un peu de cash de côté, et justement j'épargnais un maximum et surtout j'investissais beaucoup en bourse avec ma société, donc j'avais quand même du cash qui me permettait de me dire au cas où je pourrais subvenir. Donc j'ai acheté ma résidence principale et là ce qui va être très intéressant c'est de comprendre le mécanisme par lequel je suis passé, parce que ce dossier-là était compliqué à faire passer auprès de la banque qui m'a financé cet appartement, parce qu'en fait donc c'est un appartement de 247 000 euros sur Bordeaux et moi j'achète tout seul. Et là j'ai acheté à 80% alors que tout seul j'aurais pas pu investir tout simplement. Comment j'ai pu faire? En fait j'ai acheté en indivision avec mes parents. Mes parents, eux, ils ont déjà payé leur maison, ils ont des revenus complets, ils vont bientôt arriver à la retraite. C'est des personnes qui sont finançables. Ils sont pas spécialement assurables parce que quand vous avez 50, 60 ans, vous êtes dans une situation où vous pouvez même avoir des problèmes de santé, donc ce qui fait que la banque, elle va pas forcément vous assurer sur ça. Donc, moi, ce que j'ai proposé à la banque, c'est de leur dire, parce que vous voulez pas me financer tout seul, mais vous pourriez financer mes parents, mais vous pourriez pas les assurer. Un peu compliqué. Bon, si on faisait un projet ensemble, sans forcément passer par la structure d'une SCI, parce qu'on pourrait faire une SCI pour investir ensemble, mais il n'y a pas un vrai intérêt dans le cas de ma résidence principale, parce qu'il y aurait des frais juridiques, il y aurait une nouvelle structure à créer, et surtout il n'y a pas besoin de gérer des revenus locatifs. Donc là c'est très simple en indivision, c'est que ça vous permet d'acheter à plusieurs sans passer par une structure. Donc moi j'ai demandé à la banque c'est quoi le maximum que je pourrais détenir pour faire le crédit. Ils m'ont dit 80%, donc moi j'ai dit je fais 80% moi, 10% chacun des parents. On a mis en commun la somme de tous nos revenus, donc ça c'est plutôt chouette parce que moi à cette époque-là, comme j'étais en SASU, du coup tous mes revenus de YouTube etc arrivaient dans la boîte, mais je me versais pas de salaire, donc la banque elle considérait que je gagnais pas grand chose, qu'elle a quand même un peu valorisé ça mais pas grand chose, et du coup elle a surtout valorisé les deux revenus de mes parents comme ils avaient plus de crédit, et donc ça a permis d'avoir une grosse quantité de revenus. La quantité de dettes forcément parce qu'ils vont prendre la somme de toutes les dettes de tout le monde. Moi j'avais mes dettes, enfin j'avais mes crédits en cours, mais mes parents avaient fini de payer leur crédit, donc finalement ça permettait d'emprunter ensemble, et donc on a pu acheter en indivision. Donc ce qui fait que moi j'ai acheté 80% de l'appartement et j'ai dit à mes parents c'est moi qui paye tout, donc j'ai payé tous les frais, c'est moi qui paye les mensualités. Donc là techniquement eux se retrouvent avec 10% chacun du bien en ne payant rien du tout de l'appartement. C'est le bon plan. C'est plutôt le bon plan. Et donc moi c'est un petit peu le conseil que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent investir dans des villes qui ont 25-30 ans par exemple et qui n'ont pas les capacités de pouvoir acheter un appartement tout seul, c'est de peut-être en parler avec ses parents. Il faut aussi en parler avec s'il y a des frères et sœurs, il faut que ce soit équitable. Mais pour moi c'est une sorte de petit hack qu'on pourrait avoir parce que les parents ils payaient leur crédit, ils ont une capacité d'endettement qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils ne veulent pas forcément utiliser. Moi mes parents ils voulaient pas spécialement réemprunter, faire de la SCPI, et donc moi je leur ai dit venez on met du sens dans le projet, vous m'aidez à acheter ma résidence principale, c'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi qui paye tout, et du coup ça permet d'avoir un beau projet. Et surtout l'avantage de ça c'est que moi j'ai uniquement moi assuré sur le crédit. Donc moi j'ai demandé à la banque vous mettez 100% de la quotité sur moi et 0 sur mes parents. Donc même s'ils ont des problèmes de santé, si par exemple ils venaient à décéder, je ne serais pas remboursé du crédit, mais c'est pas grave parce que le deal c'est que c'est pour moi à la base le projet. Bien sûr, ouais. Donc c'est un peu ça le petit hack que j'avais envie de partager pour les primo-accédants. Pas mal. Donc tu nous le dis, financement de 2 appartements juste après avoir obtenu crédit pour l'immeuble de rapport, 8 structures juridiques, compliqué à gérer tout seul, ça tu nous en parlais tout à l'heure, parce que là il y a quand même des SCI un peu dans tous les sens, des SASU, des machins.
stratégie pour les primo-accédants, ça tu viens de l'évoquer, c'est effectivement une première. Je l'avais pas encore entendu dans une analyse de patrimoine. Et ce qu'il fallait juste que je complète aussi, c'est qu'il y a une différence entre être caution et être co-emprunteur. Ok. Et là, en fait, mes parents ne sont pas cautions sur le prêt, ils sont vraiment co-emprunteurs. Ça veut dire que si moi je paye pas, eh bien ils devront payer, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un niveau d'engagement qui est plus élevé qu'en étant juste caution. Et typiquement, s'ils veulent faire un autre crédit, eh bien c'est comme s'ils avaient 100% de la charge du crédit qu'on a fait ensemble. Donc là, comme la mensualité est autour de 290 €, si aujourd'hui ils veulent refaire un crédit, ils peuvent pas parce que ils verront que chaque personne, mon père ou ma mère, a 1290 € de mensualité en face. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer que ses parents n'aient pas de projet à venir plus tard et que voilà, l'idée, il faut pas non plus donner du crédit, on va dire, à un enfant et pas à un autre. Il faut aussi parler avec les frères et sœurs. Et tu nous parles de la stratégie de nantissement d'avoir chez la banque qui est différente d'un crédit lombard. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est quand j'ai fait donc ce doublet de projet qui est dans le schéma donc en bas à droite, dernier appartement que j'ai acheté à Aisin, donc proche de Bordeaux, pour 130 000 €. Là, je l'ai acheté via ma société. Donc si on regarde le petit schéma, moi je détiens simplement 1% de la SCI, mais au final c'est 99% qui sont détenus par la SASU, donc ma société. Pourquoi? Parce que je voulais mettre en fait tout mon argent finalement est dans ma SASU. Donc je me suis dit j'ai un peu de cash dedans, je vais l'utiliser plutôt que de me le verser en dividende ou en rémunération, où là je serais fiscalisé pour pouvoir ensuite investir. Je me dis non, je vais prêter cet argent-là, les 15 000 € d'apport que j'ai mis à la SCI, je vais les prêter à ma SCI qui va pouvoir me les rendre plus tard gratuitement, ou alors même en payant des petits intérêts. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est la manière dont j'ai pu mobiliser de l'argent de ma société. Donc j'ai créé cette SCI, donc j'ai pu acheter donc ce fameux appartement, et la banque à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, était en galère pour pouvoir financer l'appartement sur Bordeaux. J'ai aussi forcément été en galère pour financer l'appartement à Aisin. Comment j'ai fait pour le faire financer? Parce que rappel, j'étais au chômage et j'avais juste des revenus de ma société, mais je me versais pas de salaire. Et les banques, elles aiment pas quand un dirigeant se verse pas de salaire. Ils aiment bien quand il y a au moins une rémunération, que ce soit un salaire ou une rémunération si c'est de la gérance via une ERL. Ils aiment bien le flux, Exactement. le stock est moins important paradoxalement. C'est ça, c'est dommage. Alors que du coup, là j'ai dû mobiliser mon stock. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La banque, elle voulait pas me prêter, je lui ai proposé, si vous voulez, moi je mets de l'argent chez vous. Ça vous donne en fait une garantie supplémentaire pour pouvoir me faire un crédit immobilier. J'avais de l'argent sur mon compte titre Interactive Broker au nom de ma société Finance en Clair. Et bien j'ai pris cet argent-là que j'ai transmis chez un compte titre que j'ai ouvert chez la banque. Donc j'ai ouvert un nouveau compte titre, j'ai racheté mes positions, donc j'ai racheté mes actions Amazon, Apple, etc. que je voulais avoir en portefeuille. Et comme je sais que c'est des actions que je souhaite garder à long terme sur au moins 10, 15, 20 ans, je me dis c'est pas grave que je le bloque sur un compte titre de société chez la banque. Donc c'est ce que j'ai fait. Ils ont fait un nantissement sur le compte titre. Donc si je ne rembourse pas mon crédit, ils pourront récupérer de l'argent qu'il y a dessus. C'est pas très grave, hein, mais c'est le jeu. Et donc parce qu'ils ont fait cette empreinte de nantissement sur le compte, ils m'ont permis d'avoir ce crédit immobilier. Donc c'est bien un crédit immobilier. C'est pas un lombard. Exactement, c'est pas un lombard. Parce que là on pourrait se dire, oui mais attends, si tes actions à Davis elles se cassent la gueule et que ça passe à 100 000 € ou 80 000 €, eh bien est-ce que tu as un appel de marge? Est-ce qu'ils vont vendre ton appartement? Non, parce qu'en fait quand j'ai déposé mon argent, ils ont fait un contrat en disant il y a 130 000 € à l'instant T sur le compte. Si les valeurs de l'action elles baissent, c'est entre guillemets un peu de tant pis pour eux. Et en face ils m'ont fait un vrai crédit amortissable avec une durée sur 20 ans, avec un taux de crédit, etc. Et donc tant que je ne fais pas défaut, il n'y aura aucun risque. Il faut prendre de l'argent en fait sur ce compte-là. Et ce qui est même très bien, c'est que si mes valeurs augmentent avec le temps, donc si on passe de 130 000 par exemple à 200 000 €, je suis très chanceux dans 5 ans, admettons, eh bien je peux redemander une nouvelle empreinte sur cette poche-là. Ils vont revaloriser à 200 000. Eh bien moi je pourrais retirer la part qui n'est pas donc du montant du capital restant dû. Donc si admettons il me reste à rembourser 100 000 €, je pourrais récupérer 100 000 des 200 000, ce qui me reste que 100 000 €. Donc eux il leur faut qu'une garantie de 100 000 €. Donc c'est un petit moyen. Alors le problème, voilà, je mobilise 130 000 € quand même, c'est pas rien. Mais bon, tu as trouvé des moyens d'aller chercher les appartements qui t'intéressaient, et du coup ça nous amène à ton objectif, patrimoine net de 1 million d'euros et devenir un vrai rentier. Court terme, 1 à 3 ans, être moins exposé à l'immobilier et garder une plus grosse poche de cash. On va regarder ton finari juste après. Du coup concrètement ça veut dire quoi? Tu veux vendre des biens? Là ça veut plus dire pour l'instant beaucoup moins investir, parce que là jusqu'à présent en fait j'ai beaucoup investi notamment en bourse récemment. J'ai commencé aussi à faire des SCPI, et les SCPI, alors on peut faire de l'investissement régulier dans les SCPI, mais quand on veut commencer à s'y mettre, des fois on met des 10, 15 000 €, commencez à mettre le pied à l'étrier, parce que si vous commencez à mettre 500 €, avec le montant des loyers en face, vous allez toucher des poussières de centimes. Donc voilà, faut quand même mettre des petits montants. Et donc en fait je me suis retrouvé à avoir beaucoup investi finalement en 2024, en 2025, et donc ce qui fait que ma poche de cash en perso et dans ma société s'est retrouvée vraiment amoindrie, et là je me retrouve un peu en limite. Donc là pour l'instant je mets en pause un peu les investissements, il faut même que je vende un peu quelques placements pour pouvoir récupérer du cash. Et donc là l'idée c'est peut-être de vendre mes projets immobiliers d'ici 4-5 ans. Mais ce qui est dommage avec l'immobilier,
si tu vends assez rapidement, et en fait, tu n'as pas encore commencé à amortir tous tes différents frais. Et l'immobilier, c'est vraiment en fait une courbe exponentielle. Parce qu'en fait, quand vous regardez la composition d'un crédit et le tableau d'amortissement d'un crédit, quand vous comprenez le fonctionnement d'un tableau d'amortissement, c'est là où vous comprenez comment les riches s'enrichissent. Parce que vous allez payer au début peut-être la moitié de votre mensualité qui va être des intérêts, purement de l'argent jeté par les fenêtres, entre guillemets. Et plus le temps passe, plus cette partie d'intérêt va diminuer. On le voit ici là d'ailleurs. Plus d'intérêt que de capital. Exactement. Donc là, c'est vraiment, il y a 715 € qui partent à la poubelle juste pour avoir emprunté de l'argent. Parce que la banque se dérisque en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la banque va d'abord te demander de payer des intérêts et à mesure que le temps passe, la courbe s'inverse et c'est toi qui t'enrichis avec le capital. C'est ça. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est au bout de 10-15 ans, là, la part du capital qui est remboursée devient de plus en plus grosse et ça fait sens. Mais bon, c'est vrai qu'en charge mentale, ça peut coûter cher. Et notamment, là, récemment, sur le premier immeuble que j'ai acheté, j'ai une locataire qui en a impayé. Donc c'est lequel ça? C'est l'appartement Levroux qui est ici à 180 000 €. Celui-ci, donc là, que j'ai acheté finalement il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023. Donc j'ai à peine commencé à amortir mes frais et tout ça. Tu as eu pas mal. Tu as eu 12 000 € de frais de notaire, des frais d'agence, des frais de travaux. Donc là, tu as 65 000 € de frais en gros avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Exactement. Le coût total, c'était peut-être 230 000 € ou 220 000 € au total. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, admettons, je le vends au prix où je l'ai acheté, 180 000. Il faut que moi, je gagne l'équivalent de ça. Bien sûr. Et là, il se trouve que au niveau des loyers, je me suis dit, vas-y, je vais avoir un super loyer. C'est dans une petite ville, 5 000 habitants. Au final, moi, j'ai besoin de 4 locataires. Petite ville habitants, j'ai pas besoin de plus. Donc normalement, je devais avoir 1 800 € de loyer à peu près. J'ai eu des galères, donc notamment fuite d'eau, etc. Et une locataire en impayé. Donc là, je suis en pleine procédure. Et donc la personne, donc là, ça fait déjà 1 an que la procédure est lancée. Et je pense qu'elle pourra sortir d'ici à peu près 1 an. Donc en gros, il faut se dire qu'il y a à peu près 2 ans de loyer que je ne vais pas toucher. Parce qu'il va falloir aussi que je récupère ces sous-là. Sauf que je sens que ça va partir en dossier de surendettement. Je vais me retrouver un peu le nez dans l'eau, quoi. Donc là, concrètement, ce que tu nous dis, c'est que la personne ne paye pas depuis 12 mois, mais tu ne peux pas la sortir de l'appartement. C'est ça. En fait, j'avais une agence de gestion qui s'occupe de l'immeuble. Et tu avais une garantie loyer impayé? Et non, j'ai pas pris de garantie. C'est un comble pour un courtier d'assurance. Autant vous dire. C'est vrai. En plus, la GLI, c'est vraiment des petits montants généralement. Ouais. Mais après, ça peut monter à un 2%, 2-3% par mois. Ouais, bien sûr. Donc ça revient vite cher. Ça tape un peu la renta. C'est ça. Et on se dit, mais ça n'arrive qu'aux autres. Après, il y a la loi des grands nombres. Quand vous avez, moi, ça me fait 13 lots au total. Quand vous avez 13 lots, il y a forcément un moment où ça arrive. Pourquoi tu parles de dossier de surendettement? Est-ce que ça générerait que la personne passe? Là, ce qui va se passer, alors moi, je ne connais pas trop en juridique sur cet aspect-là, mais grosso modo, ce qu'on m'a expliqué, c'est que là, la personne a arrêté de payer en juin de l'année 2024. L'agence ne s'en est pas rendu compte. Donc moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes petits papiers et tout, mon petit bilan à la fin de l'année, parce que eux vous envoient un gros virement du mois. Et bon, vous n'allez pas forcément regarder tous les mois tous les détails. Et ce qui se passe, c'est donc vers novembre et tout ça, je me rends compte. Je préviens l'agence. Ok, on va s'y mettre. Ils envoient le courrier 1 mois plus tard. 1 mois plus tard, donc le locataire a 2 mois pour pouvoir répondre potentiellement. Donc on doit lui laisser ce temps-là. Ensuite, je dois contacter un huissier. Et donc là, je devais faire à mes frais. Voilà, bien sûr. Il faut que je passe aussi par l'agence, mais l'agence répond pas vraiment. Enfin, tout un bordel. Et donc c'est aussi beaucoup de gestion d'email, de relance. C'est beaucoup de stress aussi parce qu'on se dit pendant ce temps-là, le loyer il tombe pas. Et ensuite, il faudra fixer une date d'audience. L'audience, elle a été fixée en octobre 2025. Donc pour toujours un impayé qui a arrêté de payer en juin 2024. Donc déjà 1 an après, il y a l'audience. Après l'audience, il y a 1 mois pour avoir la réponse du tribunal. Qui pourrait juste m'envoyer un mail en disant c'est bon, on est d'accord. Voilà, donc ils ont 1 mois de plus. Surtout que la personne paye pas. Donc a priori, il n'y a pas un débat incroyable, quoi. C'est simple, la réponse, moi je vais l'avoir assez rapidement. Et une fois qu'il y a ce mois qui est passé, on lui laisse encore 2 mois pour répondre. Et ensuite, moi je peux mandater la préfecture donc pour leur demander de l'expulser ou sinon on peut partir d'elle-même. Sauf que évidemment, ça arrive en fin d'année, on arrive dans la trêve hivernale. Et là, on se retrouve en avril prochain. Et donc là, c'est juste pour pouvoir la faire sortir. Et après, je vais devoir continuer pour pouvoir récupérer mes dettes. Mais si la personne donc dépose un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, parce qu'elle a trop de dettes, et il y aura en priorité toutes les dettes qui vont être fiscales, sociales, donc par exemple URSSAF, les impôts, tout ça. Et je crois qu'ils peuvent effacer les dettes privées en disant, par exemple, on fait d'abord priorité aux impôts, et puis toutes les dettes privées, les EDF, les machins, tant pis, on oublie. Ah ouais, donc là c'est dur. C'est dur. Est-ce que tu sais si la personne a dégradé ton bien ou Je n'ai aucune information. Et le problème, c'est que c'est un bien qui est à 5 heures de route de chez moi, sans voiture. Ouais. Et c'est mon problème, c'est d'avoir acheté dans une ville qui est loin de chez moi. Donc mon conseil, c'est acheter proche de chez vous. C'est vraiment le conseil sur l'immobilier. Ce que je dis souvent aussi, ça paraît bête, mais ne pas pouvoir aller voir, c'est un vrai problème. Du coup, tu nous l'as dit, moins exposé à l'IMO pour avoir un peu plus de cash. À moyen terme, allocation de patrimoine brut idéal, 40% d'IMO, 40% d'actions, stock picking en société, ETF en perso. Pourquoi faire du stock picking en société? Alors la petite nuance, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ouais, carrément. En fait, quand vous investissez en tant que particulier en actions, en ETF et tout, on connaît la fiscalité, c'est la flat tax. Pour l'instant, ça peut peut-être bouger. Et peut-être que le montant aussi de la flat tax va peut-être bouger. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, c'est 30%. Et il faut savoir à quel moment est-ce que vous payez cette flat tax. C'est au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu une fois par an. Et vous allez déclarer les plus-values réalisées ou les moins-values réalisées. Donc c'est quand vous avez acheté et que vous avez vendu votre action. Donc c'est vraiment quand vous avez réalisé le gain ou la perte. En société, c'est un petit peu différent. Là, on va regarder au début de l'année combien vaut vos actions. On va regarder à la fin de l'année combien vaut vos actions. Et la différence entre les deux, eh bien,
on va vous faire payer votre impôt sur les sociétés. Donc c'est pas la flat tax, c'est l'impôt sur les sociétés qui est aujourd'hui de 25%, qui peut être de 15% si vous avez moins de 40 000 euros de bénéfices. Et grosso modo, moi dans ma situation, c'est 25%. Et donc ça veut dire que je suis fiscalisé ni plus ni moins que sur la plus-value latente. Et donc ça m'embête un petit peu parce que si, admettons, moi mon portefeuille, bon là pour l'instant, on va voir 100 000 ou 150 000 euros sur la partie, on va dire, actions et fonds. Non, ouais, c'est ça. non, c'est le plus caisse d'épargne. le caisse d'épargne. Les deux en fait sont liés à la société. Donc je vais avoir 124 000 plus à peu près 40 000 euros. On va dire 150 000 euros. Si je prends 10% par an à peu près, ça va, ça reste quand même des montants d'impôts que je continue à payer en le payant grâce à mes revenus YouTube, etc. Le problème, c'est que si un jour mon portefeuille il passe à 1 million et qu'on ne sait pas pourquoi, je passe de 1 million en début d'année, à la fin ça passe à 1 million 2, donc ça veut dire que je vais faire 200 000 euros de plus-value. Si je dois payer 25% de ces 200 000 euros de plus-value alors que je n'ai pas forcément beaucoup de revenus YouTube ou quoi, je vais devoir vendre des actions pour pouvoir payer mon impôt. Très problématique. Presque confiscatoire et on se dit je dois vendre pour pouvoir payer alors que ça se trouve des positions que vous souhaitez garder. Donc la solution pour ça, c'est d'acheter des titres vifs en société. Titres vifs, c'est-à-dire des actions. Exactement. C'est LVMH, Google. Exactement. Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'imposition sur la plus-value latente, elle se fait que sur les OPCVM. Donc dedans, la famille des OPCVM, vous avez les ETF notamment. Les fans, les fans des ETF S&P 500, ETF Monde, on ne pourra pas le faire là-dedans, ou sinon on paye sa fiscalité. Et la seule petite exception, c'est si vous avez des OPCVM composés à plus de 90%, dont leur siège social est en Union européenne. Donc, typiquement, c'est de l'Eurostoxx 50, etc. Moi, c'est pas forcément le genre d'actif que je souhaite avoir. Aussi, c'est un peu le jeu, quand on aime la finance, on veut essayer de se dire, je vais essayer de battre le marché. Donc, on essaye. Est-ce que tu y arrives? Pour l'instant, depuis 2024, depuis que j'ai repris ma stratégie, j'y arrive. C'est-à-dire qu'en gros, je fais à peu près 32% de MWR par an, donc Money Weighted Return. C'est un petit peu technique à expliquer. Et ça, ces chiffres-là, je les retrouve donc sur mes courtiers pour avoir les chiffres. Donc 5% de private equity. Là, c'est très simple. Et déjà, Finari. J'ai été un des premiers investisseurs très content d'avoir participé à la levée de fonds. Bravo. Un petit peu de Gumroad. Et puis aussi, j'ai investi dans une société, une startup. Et donc là, je suis très très chouette. J'ai participé à 3 de ces rounds, vraiment en mode du vrai private equity. Je suis en train de signer des statuts et tout ça. Okay. Je passe pas par des plateformes et tout ça. Donc c'est vraiment un peu de la love money. C'est quand on investit vraiment en direct avec les équipes. Et c'est un projet pour lequel moi j'ai été affilié sur ce logiciel. Et je me dis, je sais que ça va vraiment marcher. Je vois la croissance. Donc j'y crois vraiment. Et là, pour l'instant, ils obtiennent tous leurs objectifs. Ils sont même à 110% de leurs objectifs. Magnifique. Donc on est ravis. Et pour l'instant, chaque levée de fonds est fait une valorisation qui est supérieure. Donc pour l'instant, sur le papier, je m'enrichis. Mais c'est liquide. Voilà. Donc il faut que j'attende un événement de liquidité, soit une entrée en bourse, soit un round où d'autres investisseurs vont vouloir racheter les petits investisseurs comme moi. Donc moi, je pense que je sortirai probablement au prochain round parce que j'ai mis autour de 35 000 euros au total sur la somme de tout ce qui est investi. Et si je sors au prochain round, normalement, je devrais encaisser autour de 100 000 euros. C'est pas mal. Tu as un petit peu de crypto aussi, principalement BTC, Ethereum. C'est vraiment très très simple. Le trio. Trio qui gagne avec un peu de Solana. À long terme, tu nous dis que tu veux arbitrer, vendre donc tes investissements locatifs et réinvestir en SCPI et en bourse, atteindre un patrimoine net supérieur à 2 millions d'euros et générer des revenus passifs, SCPI dividendes, dépenses. Et justement, tu nous as mis ton cash flow. À quoi il ressemble ton cash flow? Là, en fait, c'est ta consommation de l'épargne? Ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, je me disais que comme j'étais encore à la fin de chômage et que je consommais du coup mon épargne, pour l'instant, j'ai fait ce schéma-là. Mais là, l'idée, c'est que dès cette année, je vais migrer, donc je vais passer ma SASU en EURL pour commencer à me rémunérer, me verser une rémunération de gérance, tout simplement. Donc autour de 2-3 000 euros par mois pour pouvoir juste couvrir mes dépenses, mon crédit, parce que du coup, j'ai mon petit crédit de 1300 euros qui m'attend. Et voilà, exactement. Et donc, sinon, c'est pas de grande folie? Non, ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt, comment dire, tu te prives aujourd'hui, tu dirais, ou pas? Non, justement, je trouve que j'ai changé justement parce qu'aujourd'hui, quand les revenus commencent à augmenter, naturellement, ils vont un petit peu s'indexer. En général, ils s'indexent beaucoup trop sur les dépenses. Ouais. Donc moi, justement, j'ai fait très attention à pas que ça s'indexe. En fait, augmenter. Avoir un petit décalage. Exactement. Et là, ce décalage-là, moi, comme il a explosé, c'est ce qui m'a permis d'investir vraiment très agressivement en immobilier, en bourse, en SCPI, parce que donc ça m'a permis d'avoir du cash. Et donc là, aujourd'hui, je me fais un peu plus plaisir, mais je reste quand même lucide. Mon activité YouTube aujourd'hui fait, on a vu 180 000 euros de chiffre d'affaires. L'année prochaine, ça fera peut-être 80 000. Et quand tu as 100 000 euros de moins, je sais pas comment réagir. Évidemment. Du coup, le plan d'action, placer ma trésorerie court terme, besoin en fonds de roulement sur un compte rémunéré, le DCA de 3K, 3 000 euros par mois en stock picking sur ton CTO personne morale, donc c'est le CTO de ta boîte en fait. Valoriser mon portefeuille et percevoir des dividendes. Ça, c'est le fameux CTO chez la banque et le e-baker. DCA de 1 000 euros en SCPI en pleine propriété que tu vas du coup détenir via ta société ou en direct? Exactement, via ma société. Via la société, ok. Générer des revenus mensuels, très clair. Tu as déjà choisi les SCPI que tu allais pour l'instant, j'ai fait donc 500 euros sur Quorum Origin et 500 euros sur Comet. Donc un petit mix entre des revenus potentiellement assez élevés avec Comet, mais aussi un peu plus conservateur avec Quorum Origin qui est un peu plus historique. DCA de 600 euros par mois en crypto pour valoriser ta trésor avec plus de volatilité. Donc là, clairement, c'est un petit peu la prise de risque. Revenu locatif de mon appartement désigne actuellement le loyer couvre la mensualité. C'est magnifique. Saisir des opportunités en usufruit temporaire de SCPI européenne. Très compliqué. Placer ma trésorerie
compris entre 12 et 20% de TRI. Alors là, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu Il vas y faire a ça? plein de termes techniques, mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est un dirigeant de société, il y a des optimisations qu'on peut faire, qu'on ne pourrait pas faire forcément en étant particulier. Typiquement, donc on peut investir dans des SCPI, donc acheter en pleine propriété, c'est-à-dire qu'on est propriétaire à la fois de l'usufruit et à la fois de la nue propriété. Donc on profite des loyers et on est propriétaire. Et bien moi, ce que je fais, c'est que sur un court laps de temps, je vais profiter que des loyers. Je vais dire, moi, je ne veux acheter que les loyers pendant 4 ans, 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est la durée idéale pour maximiser son TRI, c'est 5 ans. Donc je vais acheter uniquement que les loyers des SCPI pendant 5 ans qui vont être européennes. Alors déjà, pourquoi est-ce que déjà c'est intéressant d'investir dans de l'usufruit temporaire de SCPI? Comme c'est de l'usufruit qui est temporaire, ça a une durée de date de péremption, on va dire, parce que je vais toucher donc mes loyers pendant 5 ans et au bout de 5 ans, je vais rien pouvoir vendre parce que j'ai rien à voir en fait. J'ai juste acheté le loyer pendant 5 ans. Et ce qui est bien en société, c'est que quand on fait un achat comme ça, et bien on va pouvoir l'amortir, donc passer en charge sur sa société. Donc finalement, ce qu'on va gagner, c'est 25% parce que c'est le taux d'IS aujourd'hui que moi je suis. Si quelqu'un est à un taux d'IS à 15%, il va gagner 15% sur l'amortissement qu'il va avoir. Prenons un exemple, si j'investis 5 000 € pendant 5 ans sur une usufruit temporaire, et bien je vais le découper donc sur 5 ans, je vais avoir 1 000 € sur chaque année qui vont passer en charge sur ma société comptablement. Et donc ce que je vais gagner, c'est finalement 25% de ces 1 000 €, donc je vais gagner 250 € de crédit d'impôt d'une certaine manière en société. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui va être intéressant. Et le deuxième mécanisme, comme j'achète des usufruits temporaires de ces pays européennes, la fiscalité est déjà payée dans les pays européens et donc je n'ai pas d'IS à payer sur les loyers que je vais percevoir à ce moment-là. Si moi je reçois 5% admettons de ma SCPI, je vais avoir 5% qui ne vont pas être fiscalisés à l'IS et en plus de ça j'aurai amorti. Donc c'est ce qui fait qu'une SCPI classique où vous allez avoir peut-être un 5%, 6% de rendement annuel, et bien en usufruit temporaire de SCPI, si vous calculez votre TRI, votre taux de rentabilité interne, donc en fait à quel point est-ce que 1 € investi dans le placement va vous rapporter par année. Si on calcule ça, et bien ça va aller entre 12 et 20%. Et ce qui est super bien avec ce type de placement, c'est qu'il n'est pas corrélé avec l'immobilier physique. Donc si la SCPI, d'une certaine manière, se casse la gueule et que la valeur du parc immobilier se baisse, donc si la part de la SCPI est revalorisée par exemple à la baisse, ça n'affecte pas vous, votre placement, parce que vous n'avez acheté que les loyers. Donc ça veut dire que le seul cas où vous allez avoir un placement qui va vous rapporter moins, c'est si les loyers sont plus faibles. Si on part de grosses SCPI, sont je sais pas, sur les Champs-Élysées, etc., a priori, les loyers vont être payés. Magnifique. Et du coup, ta question, pour un entrepreneur indépendant, est-ce réellement utile de créer une holding pour investir plutôt que d'investir directement avec sa société d'exploitation, chose que toi, en fait, tu fais ici? Exactement. Je pense que ce que démontre la vidéo qu'on vient de faire, c'est que tu as quand même bien réfléchi au schéma. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gras qui se baladent. Moi, ce que je te dirais simplement, c'est que aujourd'hui, tu as peut-être envie de continuer à avoir cette activité, mais un jour, tu voudrais peut-être la revendre. Et dans ce cas-là, en fait, tu auras un sujet de voir quelque part sortir des choses et en céder d'autres. La holding qui viendrait se mettre en fait ici ou au-dessus, tu vois. C'est ça, entre le Axel et le Exactement. Finance, donc là les 100%. Ouais. Elle viendrait orchestrer toutes tes finances. Il y a plein de schémas. Ce qui est sûr, c'est que paradoxalement, et on le voit actuellement avec le climat politique, peut-être que ça va être de moins en moins intéressant d'avoir une holding et on va revenir dans un schéma où détenir des actifs en direct, ça va devenir plus rentable parce qu'il y a un espèce de vent contraire. Donc à suivre. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu fais exactement les bons choix. Par contre, le jour où tu voudras céder ton activité, je pense que ça vaudra le coup d'anticiper, surtout que là tu pourras faire un apport cession, enfin il y a plein de choses que tu pourrais faire et ça, si j'ai bien appris une chose avec tous les dossiers que j'ai vus, plus tu anticipes, mieux tu te portes. Et là mon conseil c'est très simple, c'est ne jouez pas avec ChatGPT. Vous pouvez demander son avis mais allez voir un avocat, il vous donnera les réponses, tu auras 1 000 € pour le truc et au moins derrière ça sera carré. Merci beaucoup Axel, c'était incroyable d'avoir tous ces détails, puis on va vous mettre tous les liens vers les contenus, le site d'Axel, enfin Flash Fiscal et tous ses services, puis peut-être à bientôt pour la suite de ton patrimoine. Merci Mounir, à bientôt.